Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Dans le cadre du podcast Women on Board, j'ai le plaisir de recevoir des hommes et des femmes qui se battent pour plus de parité dans les boards. Aujourd'hui, mon invité est entrepreneur. Il a débuté sa carrière dans des agences de publicité internationales, des cabinets de conseil et des grandes entreprises, notamment McDonald's et L'Oréal. Il y a 5 ans, il a fondé Wiser, YZR, un logiciel basé sur l'IA qui normalise et génère des données produits destinés aux distributeurs. Et dès la création de Wiser, il s'est engagé à promouvoir la parité homme-femme dans une industrie technologique majoritairement masculine. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Garcin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, Sébastien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre carrière dans la tech ? Alors, je ne suis pas tech de base. Je suis designer de formation. Il se trouve que mon premier boulot, c'était à la Cité des Sciences et de l'Industrie, où je faisais de la conception d'expositions interactives pour les enfants. Donc, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Et on commençait tout juste à parler d'Internet. Il se trouve qu'à la Cité des Sciences, il y a des méthodologies de conception pour des scénarios interactifs, en particulier pour les enfants, qui sont vraiment très intéressantes, très orientées utilisateurs. Et je me suis appuyé sur ce savoir-faire pour faire mes premiers pas dans Internet, beaucoup dans la publicité, au début, publicité marketing, qui ont été des industries en avance de phase sur ce sujet-là. Et puis j'en suis venu après à faire ce travail chez McDo et L'Oréal, d'abord sur la partie digitale, puis chez L'Oréal également sur la partie data. C'est là que je me suis retrouvé confronté à des problèmes de qualité de données. Et avec Jean-Philippe, mon associé, on a décidé de monter Wiser pour aller trouver la recette technologique magique pour régler les problèmes auxquels je faisais face juste avant chez L'Oréal. Et alors, la recette magique, comme vous dites, ça a été laquelle ? Et aujourd'hui, vous avez qui comme type de client ? Alors la recette magique, ça a été tout de suite l'intelligence artificielle. Donc on a joué le startup game complet, c'est-à-dire qu'on a lancé, on a créé l'équipe, on a levé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. On est vraiment parti en flèche, et puis on s'est rendu compte à un moment donné que les technos d'intelligence artificielle qu'on utilisait, qui étaient du NLP, du machine learning, je dirais relativement classique, ne nous permettaient pas de faire face surtout au volume des données qu'on traitait pour nos clients. Et nos grands clients qui étaient ADO, Decathlon, des grands Monoprix, des distributeurs. Et on a décidé de faire un pivot technologique. On a gardé les mêmes clients, on a gardé la même offre, on a gardé la même interface, mais on a changé la tech derrière, puisqu'on est passé sur les modèles génératifs, qui sont la nouvelle génération des modèles d'IA, grâce auxquels on a aujourd'hui des performances bien supérieures. Donc on a redéveloppé complètement l'outil en partant de ça. Donc il nous a fallu beaucoup de résilience, c'est pas toujours facile. Et la vraie recette magique finalement, d'avoir finalement résisté à ces très hauts et puis à ces très bas, c'est une belle culture d'entreprise dont l'un des piliers majeurs, c'est la parité. Alors, en quoi est-ce que un des piliers majeurs, c'est la parité ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement aussi les biais que vous trouvez aujourd'hui dans l'IA, par exemple ? Je vais commencer par les biais qu'on trouve dans la création d'une équipe, dans une start-up technologique. Il y a une espèce de... Il n'y a pas d'intention. C'est-à-dire qu'on ne se met pas entre mecs en disant « on va faire un projet, il n'y aura pas de femmes dedans ».
C'est juste que ça arrive, en fait. C'est-à-dire qu'on commence avec des gens qu'on connaît. Bon, dans l'industrie, surtout, moi je viens du digital, puis de la data, il y a beaucoup d'hommes. Du coup, on discute avec ça. Et puis, à un moment donné, il faut se lancer à l'eau. Donc déjà, il faut avoir une certaine sécurité financière, une certaine assise financière, et ainsi que du temps disponible. On sait que systémiquement, les hommes ont plus accès à du temps et à de la sécurité financière que les femmes. Donc c'est déjà un premier élément. Et ensuite, on va beaucoup coopter nos premiers associés, nos premiers collaborateurs. Donc ça se fait un peu dans un entre-soi masculin imposé, opportuniste. Et si on veut casser cette mécanique, il faut la casser dès le début. Si on la casse pas dès le début, après c'est impossible à rattraper. Donc dès qu'on a été 3 associés, c'était 3 hommes, j'ai dit stop, le prochain associé, ce sera une associée. Donc je suis passé par un cabinet de chasse de tête, j'ai dit voilà le profil de la personne que je recherche, et ce sera une femme ou rien. Et c'est à partir de là qu'on a décidé que la boîte se développerait à parité exacte, à peu près à tous les niveaux de l'entreprise. Oui, c'est assez remarquable parce qu'en fait, justement, non seulement il y a un biais que vous avez pu découvrir, c'est-à-dire que vous avez fait le travail sur vous pour réaliser que vous-même, vous aviez ces biais, mais en plus, vous avez été plus loin puisque vous avez essayé de casser ce biais pour dire qu'il n'était hors de question de pouvoir continuer entre hommes. Vous parlez de chasseurs de tête. Je suppose que vous avez été mis en présence de plusieurs CV. Comment est-ce que vous avez recruté ? Qu'est-ce qui vous a permis de savoir que les femmes que vous souhaiteriez comme associées seront les bonnes personnes ? Je suppose que bien sûr, il doit y avoir l'expérience, les diplômes et puis aussi un feeling. Alors, à titre personnel, je ne regarde pas tellement les CV quand je recrute. Peut-être que c'est parce que mon CV n'est pas très reluisant en termes d'études, etc. Je suis plutôt un cancre et je ne valorise pas tant les diplômes que ça. Je vais plutôt regarder, les expériences vécues en entreprise. Et puis, le feeling, c'est dangereux parce que c'est extrêmement biaisé. Il faut arriver à faire parler la personne de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle souhaite faire et voir si on se reconnaît, si on reconnaît là, dans ce qu'elle raconte, dans l'expérience qu'elle a vécue, quelque chose avec lequel on est OK et dont on a besoin. Alors, est-ce que ça passe par des valeurs, ça passe par des mots-clés, ça passe par quoi ? Alors, il y a beaucoup les valeurs, ça c'est sûr. Beaucoup la façon de parler de ce qu'on a fait, la façon de parler de l'aide qu'on a reçue, du réseau dont on a bénéficié, des processus qu'on a mis en place, de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a échoué. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, et c'est pour ça que j'ai mis en place de la discrimination intentionnelle chez Wiser pour m'assurer d'un recrutement à parité, c'est que... Alors, c'est quoi la discrimination intentionnelle ? La discrimination intentionnelle, c'est de décider que sur un poste donné, on va recruter une femme. C'est pas dire je vais recruter X% de femmes et puis voilà. C'est dire sur ce poste-là, j'ai besoin de mettre cette équipe d'augmenter le taux de femmes dans cette équipe. J'ai besoin d'avoir plus de managers intermédiaires qui soient féminins. Par exemple, il peut y avoir plein de triggers comme ça, de dire sur ce poste-là, ce sera une femme. Et pourquoi ? Parce que d'expérience, ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans la performance de l'entretien d'embauche, parce que c'est une performance, c'est presque une performance artistique, l'entretien d'embauche, les hommes sont bien mieux préparés. Il y a une espèce de capacité à se vendre, voire à se survendre, à communiquer un enthousiasme au sujet de leur propre profil, qu'on retrouve moins souvent chez les femmes qui vont anticiper les critiques, vont parfois aller au-devant d'éléments négatifs ce qu'elles peuvent estimer être des éléments négatifs dans leur parcours, qu'elles vont parfois illustrer plus que les éléments positifs. Donc il y a, je pense, toute une socialisation des femmes qui les conduit à être des moins bonnes performeuses dans l'entretien d'embauche que les hommes. Du coup, je me suis dit, si on met des hommes et des femmes en compétition dans un processus d'embauche, les femmes ne vont pas nécessairement gagner alors qu'elles ont des profils qui nous conviennent très très bien. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire cette discrimination intentionnelle. On l'a fait, on s'est toujours réunis, tout le comité. On était un petit comité de direction de 6 personnes, 4 hommes, 2 femmes, pas la parité, mais ça c'était l'histoire. Et sur chaque poste, on s'est dit, là ce sera une femme, là on s'en fout, là ce sera une femme, là on s'en fout.
Et généralement, quand on s'en fout, c'est un homme. D'accord, très bien. Mais alors, quand c'est un homme, il y a aussi de la discrimination intentionnelle pour un homme? Vous ne Non. voyez que des hommes ou c'est hommes et femmes? Alors, dans la tech, quand vous publiez une offre d'emploi, vous avez 80-85% de réponses sont des hommes. Mhm. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, puisque l'équilibrage se fait naturellement. Ce que j'ai pu noter, moi, c'est que les hommes regardent assez peu les annonces avant de répondre. Ils font comme sur Tinder, c'est-à-dire qu'ils matchent à fond, puis ils attendent du recruteur qui fasse sa sélection. Parce que là, quand on lançait des annonces, que ce soit sur des profils techniques ou plus fonctionnels, etc., vraiment le taux de déchets en première lecture est infiniment plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ils regardent pas tellement, ils postulent et après ils voient. C'est peut-être une bonne, je critique pas, c'est peut-être une bonne méthode, j'en sais rien, mais en tout cas il faut en prendre conscience. Donc si on pense qu'on part à armes égales, on se plante. En plus, on est tous biaisés, extrêmement biaisés. Qu'on le sache, c'est important d'en être conscient parce que même si on est très éduqué au sujet d'égalité homme-femme, on est bourré de biais. Et moi, c'est le moyen le plus pragmatique, le plus simple que j'ai trouvé pour que les biais n'influencent pas nos choix de recrutement, c'est d'éviter la compète homme-femme, tout simplement. Mais donc vous reconnaissez quand même que pour le recrutement de femmes, vous avez dû aller les chercher. C'est-à-dire que vous avez dû passer par un cabinet de recrutement, puis ensuite recevoir les différents CV. Est-ce que du coup, c'est moins de l'ordre de la cooptation lorsqu'il s'agit de femmes, c'est ça? Alors, on est allé les chercher au début, et puis après, ça se sait. Déjà, moi, j'ai beaucoup communiqué là-dessus. Très souvent, quand je communiquais une annonce de recrutement sur LinkedIn, je mettais le trombinoscope de tout le monde. Donc, c'était très facile de voir qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. Et au bout d'un moment, sur les profils juniors de data scientist, on recevait Là, on recrute beaucoup moins depuis 1 an, donc on reçoit moins, mais on recevait des candidatures spontanées, majoritairement féminines. Donc on envoie ce message-là. C'est dans la façon dont sont rédigées les annonces. Et puis on a vraiment développé une marque employeur qui s'appuyait sur des faits très concrets. Et puis ça se sait, tout simplement. Donc il y a une cooptation invisible qui se fait surtout chez les profils les plus juniors au sein des écoles. Et puis non, on a recruté plusieurs profils en interne par cooptation. Qui étaient des profils féminins. Donc non, ça se fait aussi. Et ça marche justement les candidatures spontanées quand on touche au board ou pas du tout? Alors pour le board, non. Déjà, alors nous on avait un conseil d'administration qui était tenu par nos investisseurs. D'ailleurs, un de nos investisseurs était représenté par une femme, c'est rarissime, mais il faut le noter. Donc c'était quand même, il y avait 3 administrateurs, une administratrice. Et ensuite, on avait un comité de direction qui était les 4 fondateurs, dont une fondatrice, la directrice financière et le directeur des ventes. Donc voilà, l'histoire a fait que c'était difficile de faire mieux au niveau de la parité du comité de direction. Là, on a réduit fortement les effectifs pour pouvoir financer notre pivot technologique. Donc on s'est retrouvé avec des populations un peu différentes, un comité de direction très, très réduit. Mais ça repart là, on va repartir et on va se structurer différemment. Donc pour le board, c'est essentiellement en interne que vous avez recruté? Pour le comité de direction, on a recruté en interne. Et pour le board, donc le conseil d'administration, c'était nos investisseurs, donc ceux avec qui on a choisi de travailler quand on a levé de l'argent en série A. Est-ce que vous trouvez que dans ce cadre, que ce soit comité de direction ou board, ce qu'apporte le leadership féminin est différent de ce qu'apporte le leadership masculin? Alors, je ne suis pas très à l'aise avec la notion de leadership au féminin, parce qu'on n'est jamais très loin de l'essentialisation et je me méfie de l'essentialisation. Une chose est sûre, c'est que les hommes et les femmes se sociabilisent différemment, ils ont des expériences de la vie très différentes. Parce que homme, parce que femme, mais aussi parce que grand, parce que petit, parce que diplômé, parce que pas diplômé, parce que blanc, parce que noir. Donc il y a énormément de critères comme ça qui font que quand on arrive dans un collectif de travail, quel qu'il soit, ça peut être une équipe de conception de produits ou un comité de direction, on arrive tous avec nos expériences professionnelles, notre expérience de la vie et un certain angle de vue. Donc ça c'est une première chose. Et après il y a le comportement. Typiquement dans un comportement collectif, je vais parler de la parole par exemple, les hommes se coupent la parole
enchérissent les uns sur les autres en parlant souvent un peu plus fort, ont tendance à imposer une prise de parole qui est souvent assez longue et pas nécessairement très synthétique, là où les femmes se comportent assez différemment. Elles s'écoutent, elles parlent à tour de rôle. Généralement, quand elles prennent la parole, elles ont déjà préparé leur prise de parole, elles sont beaucoup plus synthétiques, elles vont droit au but. Donc si on n'arbitre pas dans l'échange de paroles, et ces instances, c'est beaucoup de l'échange de paroles. Si on n'arbitre pas dans l'échange de paroles dans ces instances-là, les mecs prennent une forme de leadership pas très productif. Et généralement, les femmes se sentent assez mal à l'aise. Donc, soit vous avez autour de la table des femmes un peu assertives qui vont dire bon, les gars, laissez-nous parler, c'est fatigant. Moi, c'est ce qu'on avait nous chez Wiser, c'était très bien. Soit c'est au président ou au directeur ou à la personne qui manage ce collectif d'en avoir conscience et vraiment de mettre l'accent sur la répartition de la parole. C'est vraiment clé. Ça paraît être un point de détail. En fait, là, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là. Vouloir encourager le leadership au féminin, quand on est... en l'occurrence, moi, j'étais patron du board et patron du comité de direction. C'est surtout arbitrer la prise de parole et réguler la prise de parole dans ces moments collectifs. 3 compétences clés pour une femme pour faire partie d'un board. Je dirais pas pour une femme. Je dis 3 compétences clés pour faire partie d'un board. La culture générale, ça c'est vraiment clé. C'est ce qu'on demande à un board. Hein. C'est ce qu'on attend. Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est ce que j'attends d'un board, c'est qu'il m'ouvre sur des choses que je vois plus parce que j'ai le nez dans le guidon opérationnel. Donc vraiment de la culture générale. La capacité à apporter du benchmark. Et donc pour ça, avoir une capacité à comprendre de façon synthétique la problématique de l'entreprise. On n'est pas nécessairement expert de l'entreprise dont on est administrateur ou administratrice, mais il faut avoir cette capacité de la comprendre rapidement et d'apporter des éclairages pertinents par rapport à ça. Et ensuite, de la bienveillance, parce que le job de chef d'entreprise est pas facile tous les jours. Et en fait, on a beaucoup plus besoin de soutien que de se faire taper sur les doigts. Alors, si on revient sur ce moment-là, justement, où vous étiez 3 associés, que vous avez décidé de pouvoir faire entrer une femme, qu'est-ce qui l'a préparé dans votre carrière, justement ? Qu'est-ce que vous avez pu voir comme décalage, comme preuve d'inégalité ? Est-ce que vous auriez des anecdotes à nous dire qui vous ont permis de prendre conscience combien est-ce que la parité était importante ? Alors, moi, ma prise de conscience, c'est plutôt une prise de conscience personnelle, individuelle, politique, en fait, qui date de 2013, le mariage pour tous, avec toute cette homophobie qu'on a vu s'étaler partout, et où j'ai voulu, par soutien avec les personnes homosexuelles que je connaissais, j'ai voulu me déclarer marié sur Facebook avec un homme, un type que je connaissais pas, j'ai proposé, je trouvais ça marrant, et j'ai proposé à des amis à moi de le faire. Et là, c'était, oula, mais non, j'ai ma famille sur Facebook, j'ai mes collègues et tout, c'est un problème. Donc je me suis rendu compte que c'était pas gagné, quoi, qu'on avait un sujet. Et j'ai commencé à me renseigner. Et puis, je suis tombé sur des groupes féministes. C'est ma femme qui m'a fait rentrer dans des groupes féministes intersectionnels, quasiment non mixtes sur Facebook. Et ça a été un peu une découverte très importante pour moi. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a permis de, comme disent les Anglais ou les Américains, join the dots. C'est-à-dire que des expériences vécues de discrimination à l'égard des femmes, j'en avais connu plein dans mon passé professionnel, mais je les avais jamais reliées, je les avais jamais comprises comme faisant partie d'un système global. C'est-à-dire des collègues qui se faisaient harceler au boulot, une collègue qui a jamais obtenu de promotion parce qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son manager, une autre qui a été agressée dans le parking par son boss, des remarques sexistes, un climat... c'est pas toujours facile à déterminer, mais un climat où quand on regarde une femme, on regarde d'abord ses seins, on va pouvoir commenter son physique tranquillement. Tout ça, c'est des choses que j'avais vécues, auxquelles j'avais participé aussi. Alors pas du côté des méchants, mais du côté des collabos, si je puis dire. Et soudain, en fait, ça m'a permis, de relier tous ces points-là et de me dire non, mais là, il y a un système, et ce système me convient pas.
Déjà, c'est pas juste. Et ensuite, moi, ça me met dans un rôle que je trouve pas très reluisant. Donc ça m'a fait prendre conscience de ça et décider de changer par rapport à ça. Donc voilà, progressivement, j'ai éveillé ma prise de conscience là-dessus. Et puis quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit, là, on est chez nous avec mon associé, on fait ce qu'on veut en fait. Donc on a décidé qu'on allait faire les choses bien. À la fois parce que c'était chez nous, on voulait avoir une certaine fierté de ce qu'on faisait et on voulait... il y avait une dimension d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on voulait dire, nous, on va créer une boîte dans la tech, où c'est aussi féminin que l'armée, c'est-à-dire très très peu. Nous, on va pas le faire pareil, on va faire une boîte à parité exacte, on va le dire très haut et très fort, et on va prouver que c'est possible, en fait. Mais qu'en revanche, ça ne marche pas si on ne le décide pas et si on ne met pas en place une stratégie. Et donc, dans cette stratégie, LinkedIn est essentiellement le moyen que vous avez de pouvoir partager, par exemple, des posts, faire en sorte que cette image de parité exacte puisse être présente. C'est essentiellement LinkedIn. Alors, je suis passé de Facebook à LinkedIn en 2020 à peu près, pour plusieurs raisons. Entre autres, Facebook, j'avais monté une page qui s'appelait Déconstruction de l'homme blanc, qui était assez costaud, mais ça a commencé à être très difficile à modérer. Pardon. La modération a commencé à devenir très difficile. On était 3 à modérer, mais on n'arrivait plus à faire face au flot de haine, etc. Donc, on a laissé tomber Facebook. Et c'est là que je me suis repenché sur LinkedIn, où surtout, je me suis dit, finalement, mon message, il est efficace quand je m'adresse à des gens qui me ressemblent, c'est-à-dire des types décideurs en entreprise, plutôt bourgeois, etc. Donc, voilà, mes pairs. Et je vais faire de la pédagogie. Donc, j'ai commencé par ce travail, finalement, de pédagogie que je faisais déjà sur Facebook. Et puis, quand on a monté la boîte, c'est un formidable moyen de faire savoir effectivement qui on est, ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs, etc. Et c'est un vecteur de visibilité, mais aussi de fierté de ce à quoi on parvenait dans la boîte. Une toute dernière question. Qu'est-ce que vous dites aux hommes qui ne sont pas comme vous, justement, et qui pensent encore aujourd'hui que les quotas, c'est quelque chose qui va prendre leur place et que les femmes ne sont pas forcément les bienvenues dans les boards? Alors ça, c'est un message compliqué. Vous avez 2 heures. Alors, c'est intéressant il faut revenir à l'identité masculine, en fait. L'identité masculine et la façon dont les boîtes sont créées, finalement. C'est quoi l'entreprise ? C'est un objet social qui a été créé quasiment au 19e siècle et qui n'a pas tellement évolué depuis. Il y a une hiérarchie, il y a des systèmes, etc. C'est très masculin. Ça a été fait par et pour des hommes, et ensuite, on a entrouvert la porte pour que des femmes puissent y entrer, alors par la toute petite porte, généralement tout en bas de la hiérarchie, puis progressivement, elles ont fait leur chemin. Mais au final, ça reste un système dans lequel nous, les mecs, on est très très à l'aise. Et on est particulièrement à l'aise dans les systèmes où il y a une hiérarchie linéaire et où l'enjeu, c'est de choper de l'argent et du pouvoir. Puisque la progression qu'on va proposer dans quasiment toutes les boîtes, c'est si tu veux évoluer, c'est gagner plus d'argent, c'est gagner plus de pouvoir, c'est gagner plus d'argent. C'est complètement lié. Des boîtes un peu plus modernes réfléchissent différemment, vont proposer d'autres facteurs d'évolution. Donc ça peut être par exemple la contribution individuelle, l'expertise, la connaissance, la capacité à avoir un impact, à avoir une influence, etc., qui ne sont pas nécessairement de l'argent et du pouvoir. L'influence, c'est pas du pouvoir. Et c'est plutôt des modèles comme ça que je promeus, où on va permettre à des gens qui ont cette ambition d'avoir de l'argent et du pouvoir de progresser. Donc, ils vont devenir des managers, des super managers, des chefs du monde, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont le goût pour ça, qui ont un talent pour ça et qui vont être des bons managers, des bons chefs, etc. Mais il faut aussi que l'entreprise puisse proposer d'autres parcours d'évolution. Je vais devenir plus en plus expert de ce que je fais, ou alors je veux être tellement efficace que je veux pouvoir travailler que 3 jours par semaine, par exemple. Il y a que la créativité. La créativité, elle nous permet d'imaginer plein de parcours d'entreprise. Et dans ces entreprises plus modernes, on n'est pas obligé de piquer la place du voisin pour évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des places pour tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, la notion de si moi j'ai pas le job, ce sera quelqu'un d'autre qui l'aura et ce sera une femme, elle est moins importante, puisque finalement on m'a peut-être proposé d'autres facteurs d'évolution qui sont intéressants. Donc ça, c'est la vision plus macro. Puis la vision plus directe, c'est la situation a été injuste pendant des siècles, elle devient juste.
c'est pas toujours facile à accepter, mais peut-être cherche en toi qui t'estime lésé d'autres critères de satisfaction. Peut-être que c'est cool de pas progresser. Peut-être que c'est cool parce que tu vas avoir plus de temps pour t'occuper de tes enfants et c'est peut-être la carrière de ta femme qui va se développer et c'est cool parce que vous allez gagner plus d'argent, vous allez pouvoir partir en vacances plus souvent et toi tu vas moins travailler et c'est vachement bien. Donc je pense qu'il faut vraiment retourner la question et la considérer sous tous ses angles plutôt que juste s'il y a plus de femmes demain au comité exécutif ou au board, il y aura moins d'hommes donc moi j'y serai pas. C'est peut-être une bonne nouvelle que tu y sois pas en fait. Sébastien Garcin, merci d'avoir été parmi nous et merci pour ce témoignage riche et subtil à la fois pour les hommes et pour les femmes. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbafrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.